Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Mon conjoint ne veut pas changer. C'est l'épisode numéro 2, la suite de la semaine dernière, pour aller plus loin ensemble. Bonjour, je sais que ce sujet n'était pas évident déjà la semaine dernière, ça fait ruer dans les brancards, discuter dans les coulisses, et c'est très bien parce que c'est l'occasion, l'opportunité d'échanger, de grandir, d'apprendre, de se poser des questions, de se remettre en question, de remettre des fondements, et je trouve que finalement c'est un avantage de regarder la vie avec cette perspective-là. L'idée n'est pas forcément d'avoir raison, mais d'avoir des raisons de s'interroger. Voilà, je préfère qu'on aille dans cette direction-là. C'est-à-dire finalement, si je m'interroge, si je doute, si je ne comprends pas, il y a bien des raisons. Et même si mon conjoint ne me comprend pas, c'est pas grave. Avançons, réfléchissons pour apporter la richesse à soi, puis évidemment à la conjugalité. La semaine dernière, en travaillant sur cette question, mon conjoint ne veut pas changer, on a touché à des questions sur l'amour. Alors je vous invite à aller écouter l'émission de la semaine dernière si vous ne l'avez pas fait, parce que je ne vais pas aller vous reprendre les éléments de la semaine dernière. Je préfère, pour une question de concision, rester sur la suite aujourd'hui et commencer peut-être avec cette question. Est-ce que mon conjoint changera en fait ? C'est une question qui m'est posée de temps en temps. Est-ce que Pascal, vous pensez que mon conjoint va changer ? Et ce qui est assez confortable quand on me pose cette question, eh bien, c'est que je peux répondre sans me tromper. Et la réponse, elle tient en 4 mots. Lui seul peut répondre. C'est comme si je vous posais la question à vous, est-ce que vous allez changer, vous ? Est-ce que vous changerez ? Je peux répondre avec les 4 mots. Vous seul pouvez répondre. Donc, vous comprenez que quand on est dans la démarche qui consiste à vouloir que son conjoint change, on est déjà dans un projet d'échec. J'ai dit la semaine dernière, attendre de son conjoint qu'il change est une erreur conjugale. Donc, vouloir mettre de l'énergie, investir pour que son conjoint change est une erreur. Mieux vaut investir pour que le couple soit plus enrichi, soit plus heureux, pour que votre conjoint s'enrichisse de ce que vous décidez de mettre à sa disposition, non pas forcément dans l'intention de l'enrichir, mais en étant vous. Ne soyons pas dans cette erreur, voilà, c'est moi qui vais rendre mon conjoint heureux et c'est à lui de me rendre heureux. Hein. On est vraiment dans une autre dynamique que je rappelle depuis des semaines déjà. Vous vous rendez heureux, votre conjoint se rend heureux et la rencontre de ces deux personnalités heureuses participe au bonheur conjugal. Donc, votre démarche d'investissement personnel dans votre couple a pour projet de faire en sorte que votre conjoint profite de ce qu'il voudra prendre de ce que vous êtes et de ce que vous mettez dans le panier. Ce n'est pas lui qui vous donne, c'est lui qui se sert. Et c'est valable dans les deux sens. Ce n'est pas lui qui vous donne, c'est vous qui vous servez. Alors peut-être, comme je sais que ce n'est pas forcément évident pour certains qui me disent « mais je ne comprends pas trop », je vais donner juste une image. À supposer que vous alliez au théâtre et que sur la scène de théâtre, je dis au théâtre, mais ça peut être un one-man show comique, voilà, c'est un peu plus sympa, même s'il y a un billet, parce que quand on va dans un one-man show comique, les gens ont payé leur billet, ils se préparent psychologiquement à rire. Donc on est dans une sorte de prophétie autoréalisatrice. J'ai acheté mon billet pour aller voir ce comique parce que je l'aime déjà bien, il m'a fait rire quelques fois, donc je crois déjà à cela. Et donc par conséquent, je me prépare à aller rire pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et donc dès qu'il va dire quelque chose qui est censé être drôle, je vais rire. Et en plus, la salle va me porter pour que nous rions ensemble. Quand on est dans ce biais-là, eh bien, à supposer que mon conjoint soit sur cette scène et qu'il fasse, entre guillemets, son one-man show, c'est-à-dire qu'il vit sa vie, eh bien, c'est moi qui vais choisir de picorer dans sa manière d'être et de faire pour m'enrichir de sa vie. Ce n'est pas lui qui déclenche chez moi le rire. C'est moi qui me suis préconditionné pour
déclencher le rire au moment où j'ai l'impression que c'est drôle ou au moment où ça me paraît drôle. Mais parfois, vous avez remarqué que, même dans un one-man show avec quelqu'un de très célèbre, il fait une blague qui fait rire la salle. Et si vous regardez bien, certaines personnes ne rient pas. En fait, chacun se sert. La conjugalité, c'est pareil. Servez-vous, prenez ce qui vous va dans votre conjoint sans attendre qu'il vous donne ce que vous voulez qu'il vous donne. Et on est dans cette dynamique qui est incluse dans cette notion du changement finalement. Chacun est libre et vit sa propre vie. Votre conjoint vit sa propre vie. Lui seul peut décider de vivre sa propre vie et d'envisager de changer. Vous vivez votre vie. Vous pouvez vous seul décider de vivre votre propre vie. Personne ne peut la vivre pour vous ou en partie, ne serait-ce qu'une miette. Et vous seul pouvez décider de changer. Il y a une bonne nouvelle quand même dans tout cela. Mais je la dis uniquement après avoir bien insisté sur l'émission de la semaine dernière pour dire, attention, l'amour est cette capacité à accepter l'autre sans qu'il change, à l'accepter en l'état. D'accord ? Donc je ne vais sur l'étape suivante maintenant que parce que ces prérequis de la semaine dernière ont été évoqués et les éléments que j'ai donnés au tout début de cette émission. Il y a quand même un élément qui peut être aussi intéressant à prendre en considération, sur lequel je veux venir, c'est que si vous changez, le naturel veut que votre conjoint change. Attention, je ne vous dis pas que si vous changez, votre conjoint changera dans le sens de ce que vous voulez. Ce serait trop facile. Vous changez les piles de votre télécommande, vous appuyez sur le bouton et votre conjoint devient ce qui vous voulez qu'il soit. Non, non. Mais si vous changez, vous, par voie de conséquence inévitable, votre conjoint va changer. La nature fonctionne comme ça. Et à partir du moment où on est dans être vivant, eh bien, nous faisons partie de cette nature, nous fonctionnons de cette manière-là. Je m'explique un peu plus. À supposer que vous décidiez dans votre lit de vous coucher 2 cm plus près de votre conjoint tous les soirs. Et puis on va rajouter à ça que vous vous couchiez face à votre conjoint systématiquement. Et on va rajouter un tout petit ingrédient que vous décidiez que pour votre endormissement, jusqu'à ce que vous ayez besoin de votre autonomie pour vous endormir, à supposer que ce soit votre cas, que vous touchiez votre conjoint, que ce soit avec une main, avec un pied, même un cheveu, mais que vous soyez en contact physique avec votre conjoint. Si vous mettez en place ces petits changements, ils ne sont pas énormes, c'est ça que je trouve intéressant, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut décider de se rapprocher de 5 cm de son conjoint quand il va au lit. Tout le monde peut décider de se tourner pour mettre son visage du côté du conjoint quand il va se coucher. Et tout le monde peut mettre la main en contact, un doigt, un pied, un orteil, un tibia, en contact avec l'autre conjoint. Si vous faites cela, en vous y appliquant pendant des jours et des jours, votre conjoint va changer. On ne sait pas comment votre conjoint va changer. On ne sait pas donc à quoi ressemblera ce changement. Mais il y aura un impact sur ses croyances. Il y aura un impact sur ses pensées et un impact sur ses actions. Si je prends un autre exemple, vous décidez seulement, on va prendre un exemple alimentaire, vous décidez d'améliorer votre compétence de cuisinier ou de cuisinière et de faire en sorte que les plats soient un peu mieux présentés que d'habitude. Voilà, c'est pas la louche de purée dans l'assiette. J'aime bien le j'ai l'impression d'être dans un centre de détention pénitentiaire où on voit ça dans les films où ils prennent la grosse cuillère de purée, ils la tapent dans l'assiette. Mais que vous décidiez à la place de prendre un appareil à glace. Vous voyez, c'est un appareil qu'on pince et puis il y a une petite bague qui passe dans l'espace de boule à glace et qui vient déplacer la boule de purée. Donc vous décidez que quand vous servez de la purée, par exemple, vous prenez cet appareil à glace, hop, une boule de purée de pommes de terre, une boule de purée de patates douces, une boule de purée de pommes de terre, et dessus vous y mettez un petit brin de persil, et le reste n'a pas changé. Et puis la fois suivante, vous lui servez une assiette de pâtes, eh bien vous décidez que l'assiette de pâtes, je fais exprès de prendre une assiette de pâtes pour dire que c'est vraiment un repas simple, mais vous décidez de faire en sorte qu'elle soit jolie avec, pourquoi pas, un petit brin des petits copeaux de basilic et un petit bout de feuillage de basilic au milieu. Et puis vous allez servir, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme plat classique, un steak frites. Voilà, vous savez un steak frites, vous y mettez un petit quart de tomate avec un tout
petit bout de feuille de salade à côté, coincé, et puis un petit truc vraiment très joli avec une tomate cerise quelque part pour faire plus joli. Voilà. Et si vous faites ça pendant des jours et des jours, votre conjoint va changer. On n'est pas sur de gros changements. On est sur de petits changements. C'est-à-dire que vous apportez, vous, des petits changements insignifiants. Quand je dis insignifiants, qui ne vous demandent pas de produire un effort énorme. Votre conjoint va changer. Encore une fois, il ne changera pas forcément pour devenir ce que vous voudriez qu'il soit. Mais il changera. C'est comme si vous décidiez de prendre la douche 2 minutes de moins tous les soirs. Votre consommation d'eau va changer. C'est naturel. Donc, puisque vous savez que si vous changez vous-même, votre conjoint va changer, eh bien, je pense que le mieux est d'investir en vous parce que vous pouvez vous changer vous ne pouvez pas changer votre conjoint. Donc, vous voulez plus de bienveillance dans votre famille, vous voulez que l'ambiance soit plus agréable, plus chaleureuse, plus tendre, plus accueillante. Devenez vous-même plus accueillant, plus bienveillant, plus tendre et plus attentif l'un à l'autre. Et votre conjoint va changer. Peut-être même qu'il va se retourner vers vous en disant « Mais qu'est-ce qui se passe là ? Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans la maison. » Vous voulez plus de tendresse, vous voulez plus de temps ensemble, vous voulez... Changez-vous et votre conjoint va changer. Pas forcément dans le sens que vous voudriez, ça fait la 4e fois que je le répète. Mais il va changer. Et peut-être que ce sera l'occasion, comme je l'ai dit, de déclencher une discussion. Je crois vraiment que c'est une réalité qui correspond à une loi. Et si vous lisez le livre des langages de l'amour de Gary Chapman, dont le résumé se trouve sur le blog Couple Heureux, je vous mets le lien dans la retranscription, ça fait partie des livres que je recommande vivement, presque je dirais, pour un couple heureux, si vous avez l'impression de commencer à baisser un petit chouïa dans le bonheur, précipitez-vous pour lire ce livre. C'est un incontournable. Les langages de l'amour de Gary Chapman. Si vous n'avez pas les moyens, envoyez-moi un message, je vous l'offre. Eh bien, vous voyez que dans les langages de l'amour, Gary Chapman propose justement ce jeu. Changez en adoptant les langages de l'amour de votre conjoint et vous verrez que votre couple va changer. D'un coup, votre conjoint va se demander pourquoi il est plus heureux. Développez votre propre bonheur, c'est le 2e élément. Travaillez sur vous-même, développez votre propre bonheur, votre capacité à déborder de bonheur et vous verrez que votre conjoint va changer. Quand on est en relation ou en fréquentation de quelqu'un de vraiment heureux, eh bien ça donne envie d'être heureux. C'est une sorte de contagion, le bonheur. Donc si votre conjoint trouve que vous êtes vraiment heureux ou heureuse, il va se demander ce qui se passe ou il ne vous dira rien, mais il aura envie lui aussi de profiter de ce bonheur. Si vous changez, votre conjoint va changer. Non pas forcément dans le sens de ce que vous voudriez, c'est la 5e fois que je le dis, mais il va changer. Aimer implique d'accepter l'autre sans vouloir le changer. Et si vous voulez plus de bonheur dans votre couple, investissez davantage dans l'amour que vous donnerez à l'autre. Et vous verrez que votre vie va changer et sans doute la sienne par voie de conséquences inévitables, comme je le disais tout à l'heure. Vous me suivez, je pense, et vous pouvez même toucher du doigt la perspective de ce qui vous attend si vous envisagez de vous mettre en mouvement pour instaurer ces changements. Et vous avez remarqué que les exemples que je vous ai donnés sont des exemples simples. Passer une demi-heure par soir avec votre enfant à jouer, alors que vous ne le faisiez pas. Votre conjoint va changer. Prenez le temps de passer l'aspirateur dans la cuisine une fois par semaine, alors que vous ne le faisiez pas. Votre conjoint va changer. Prendre le temps de vous asseoir et de vous mettre face à votre conjoint pour lui dire « J'ai envie de t'entendre sur ce que tu as vécu dans la journée ». Votre conjoint va changer. Votre conjoint va changer si vous changez. Vous savez que votre conjoint n'a pas envie de tendresse. Ne forcez pas. Votre conjoint va changer. Et je vous assure que c'est une règle naturelle, une loi, je dirais même, parce que c'est naturel, qui fait que non seulement vous allez changer, mais aussi votre conjoint va changer.
intégrez aussi que vous avez des défauts et que peut-être votre conjoint ne vous demande pas de les changer. Si vous n'avez pas de défaut, envoyez-moi un message, donnez-moi votre adresse, votre numéro de téléphone et peut-être une photo que je mettrai sur peut-être le fronton de la mairie à Marseille pendant quelques mois avant de demander l'autorisation de le mettre sur le fronton de la mairie de Paris et peut-être après à New York et à Tokyo. Parce que si vous trouvez un humain et que vous en faites partie qui n'a aucun défaut, je suis preneur. Et comme vous savez que vous avez des défauts et que votre conjoint ne vous demande pas de changer tout ce que vous considérez comme étant des défauts chez vous, ou tout ce qu'il considère, lui ou elle, être des défauts chez vous, vous pouvez percevoir que votre conjoint accepte des choses de vous qui ne sont pas agréables. Alors par contre, si votre conjoint vous demande de changer certains de vos défauts, vous voyez qu'il ne vous demande pas de changer tous vos défauts. Donc, il y a bien des choses encore en vous qui sont des défauts et qui ne sont pas demandés comme étant des changements. C'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir et que je trouve intéressante. Je voudrais terminer avec des exercices ou des interpellations, des recommandations. D'arriver, premièrement, à faire la différence entre la personne et les actions de la personne. Ça, c'est considérable. Mon conjoint est Paul, Pierre, Jacques, Sophie, Josette ou Marie. Et les actions de mon conjoint ne sont pas forcément propriété de Pierre, Paul, Jacques, Sophie, je ne sais plus qui j'ai dit, Muriel et Marie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il ou elle fait des choix qui sont des choix du moment, non réfléchis, non raisonnés, et qui ne révèlent pas le fond de la personne. J'ai besoin d'arriver à faire la distinction entre la personne et les actions qu'elle pose, qui sont parfois des appels à l'aide, qui sont parfois des cris de secours, qui sont parfois des cris de souffrance, qui sont parfois des expressions de besoins inassouvis, qui sont parfois des expressions, on pourrait faire une liste longue. Donc quand j'intègre cela, j'ai la tendance à être moins impacté parce que j'ai cette capacité à me dire, il ou elle a agi comme ça pour dire quelque chose qui peut être différent de la personne qu'elle est. Deuxième exercice, c'est de prendre les choix que fait le conjoint en rapport avec ses valeurs et son projet de vie. Parce qu'en fait, sans vraiment se poser des questions, le conjoint fait des choix et prend des décisions qui sont en relation avec son projet de vie. Parfois même en méconnaissance ou en dissonance avec son projet de vie, mais c'est parce qu'il est en train d'envoyer un signal pour dire qu'il est mal à l'aise, qu'il se pose des questions, qu'il n'est pas confort dans sa vie ou qu'il se remet en question. Et à chaque fois que je vois cette manière de fonctionner, j'estime que c'est de la maturité, même si dans les actes qui sont posés, on n'arrive pas forcément à lire ce qu'on a voulu dire soi-même. Quand j'ai un conjoint qui s'isole et qui se met à pleurer, il pense à maintenant, il ne sait pas forcément ce qu'il veut dire, même s'il dit quelque chose dans sa manière de faire. Donc, mais il y a quand même au moins la bonne nouvelle, c'est qu'il se manifeste, il exprime, il sort quelque chose qui peut être lu par moi, le conjoint qui suis en face et qui assiste à cela, ou qui peut être lu en collectif, donc dans le couple, ou qui est lu par la personne qui est en train de le vivre. Et le troisième exercice que je voudrais vous laisser, c'est de verbaliser le refus d'accepter ce qui, pour vous, est inacceptable, ce qui est à considérer comme étant véritablement, fondamentalement différent, de verbaliser le refus de la personne. Donc ça revient presque à faire écho à ce premier point entre la différence à faire entre la personne et ses actes. Je n'accepte pas ce que tu as fait est très différent de je n'accepte pas qui tu es. Ou je ne t'accepte pas comme ça. Quand vous dites à un gamin papa n'aime pas quand tu fais ça, c'est pas la même chose que papa ne t'aime pas quand tu fais ça. Faisons cette même distinction avec le couple, dans le couple, pour vraiment veiller à ce que quand on est en train de dénoncer ou de trouver inacceptable une attitude, le conjoint soit au clair sur le fait que c'est l'attitude et c'est pas la personne qui est considérée comme étant inacceptable. La personne n'est jamais rejetée. J'insiste, jamais rejetée. Même si vous arrivez au divorce, que vous voulez vous séparer, ne rejetez pas la personne. Refusez de vivre ce que vous viviez. Refusez d'accepter ce que vous avez accepté jusqu'alors. Mais à quoi bon rejeter une personne ?
Ça n'a pas de sens. Je m'arrête là. Et encore une fois, je suis ouvert à vos questions si vous en avez. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas évident. J'ai voulu prendre le temps de le faire sur 2 émissions parce que c'est aussi un sujet profond et lourd qui retouche à la notion d'amour de soi, l'assise en soi et l'amour en conjugalité. Je vous souhaite de mettre ça en pratique pour votre bonheur et vous souhaite évidemment le plus beau, le plus simple et le plus vrai des bonheurs que vous puissiez vivre à 2. À bientôt. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette émission. Émission difficile mais bien utile. Je pense que vous pourrez en faire bon usage. Donc profitez-en pour travailler sur vous-même. Peut-être le partager avec votre conjoint en disant voilà, j'ai écouté ça, ça m'a vraiment fait du bien. Écoute-le et puis tu me diras ce qu'on en pense, ce que tu en penses. Voilà, ça fait 2 fois 20 minutes. On est vraiment sur des possibilités de travailler pour le bonheur à 2. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, vous savez où les mettre. Et surtout, 5 étoiles sur les réseaux sociaux, je vous remercie et vous dis à bientôt. Soyez heureux!